Souviens-toi quand tu pleures parce qu'un grand t'a trompé en te prenant les fleurs que tu voulais garder. C'est un peu de mon sang qui coule dans tes veines. Si tu as du chagrin, j'ai aussi de la peine. J'écris beaucoup sur l'enfance et du coup c'est normal qu'on me demande d'écrire pour l'enfance et je le fais parce que ça m'est aussi devenu naturel. Je cherche pas trop d'explications à ça en fait. Je constate qu'il y a un lien, et je suis heureux de ce lien et sans essayer de le cultiver, je l'assume. On sait que 80 à 90% des enfants ont subi des punitions corporelles, sans compter les violences psychologiques ou verbales, qui sont aussi des violences. Et donc, il me semblait invraisemblable qu'un tel traitement à l'orée de la vie, à la période où les enfants sont le plus perméables, vulnérables, n'ait pas eu d'effet sur la façon dont ils pensaient, et donc sur la culture. Quand j'avais 6-7 ans, j'étais en retard à l'école parce que j'avais été malade et donc après j'avais des cours de rattrapage le soir et ça n'a pas duré très longtemps d'ailleurs, ça a duré quelques mois et c'était donc un monsieur qui avait plusieurs élèves d'âges différents, donc moi j'avais avoir 7 ans, 6-7 ans, je sais plus. Et il y avait jusqu'à 10 ans, donc il y avait toutes les classes. Et on était une dizaine, et donc il faisait des dictées. Et, sauf qu'il faisait des dictées qui étaient pour tout niveau, quoi. Il faisait une dictée pour tout le monde, quoi. Et au-delà des 3 fautes, on se recevait des coups de règle sur les mains. C'est les règles épaisses, c'est les règles pour taper, quoi. Des règles pour taper. Et j'avais fait 40 fautes. Donc voilà quoi. Et ce chiffre-là m'est toujours resté parce que c'était 40 fautes, donc 40 coups de règle. Et ça a été au point que sa femme est intervenue en disant arrête, parce que j'étais en train de m'étouffer de douleur, de pleurs, de tout ça quoi. Et je sais que j'ai mis beaucoup de jours à m'en remettre. Je me souviens de ça, si tu veux, que je voulais plus y aller, que c'était parce que j'avais peur, quoi. Alors je sais pas si c'est à cause de ça qu'aujourd'hui je suis complètement dyslexique de l'écriture, je n'en sais rien, mais voilà quoi. Je voulais plus y aller du tout parce que tu te reçois des coups de façon cruelle. Cruelle et puis extrêmement violent. C'est cruel, ça peut presque ne pas être violent physiquement, ça peut être juste cruel. Là, c'est cruel physiquement. C'est une douleur énorme. Je me souviens que pendant plusieurs jours, je ne pouvais pratiquement pas bouger les mains. Parce qu'elles étaient bloquées, si tu veux, parce que tout ça, j'étais traumatisé, quoi. C'était gonflé. Des ecchymoses, ouais. Je pouvais pas bouger, quoi. Donc c'est la preuve que c'était une violence énorme, quoi. Au départ, je suis arrivé à m'intéresser à la violence éducative par Alice Miller. Donc, quand j'ai commencé à approfondir cela, j'ai vu que ce que disait Alice Miller était tout à fait vrai. Et je me suis aperçu que les seuls professionnels de la violence qui justifiaient encore la violence éducative, eh bien, c'était des psychanalystes. Pas tous, heureusement, mais je peux en citer 4 ou 5, dont certains ont écrit des best-sellers, qui considèrent que la violence éducative, mon Dieu, ce n'est pas si mal que ça.
Et là, malheureusement, je crois que la psychanalyse manque de lucidité et est en grande partie responsable du fait qu'en France, on ne lutte pas suffisamment contre la violence éducative. La plupart des psychanalystes sont opposés à l'interdiction, en particulier. Est-ce qu'il pourrait briser tous les murs de silence qui enferment la peur au cœur de l'innocence? Eux seuls pourront rouvrir la porte vers l'oubli. Pour ceux qui sans rien faire ont sombré dans la nuit. Ont sombré dans la nuit. L'expression violence éducative ordinaire, je l'ai reprise dans un autre livre de Jacqueline Cornet qui avait écrit là-dessus. Et il est important de la distinguer de la maltraitance, parce qu'en général, quand on parle de violence à l'égard des enfants, on parle de maltraitance. Or, la maltraitance, ça n'est que le sommet de l'iceberg. C'est la partie qui est dénoncée dans les sociétés. Et la Bible, elle a de l'importance dans la mesure où on trouve dans la Bible une bonne douzaine de proverbes qui disent explicitement qu'il faut frapper les enfants et un nombre encore plus grand de proverbes qui, sans nommer les coups, emploient des termes qui suggèrent en fait des punitions, des corrections violentes. Mais il ne faudrait pas croire que la Bible est la responsable de cela, parce que la violence éducative, on la trouve dans toutes les sociétés, y compris les sociétés qui n'ont pas été marquées par la culture biblique, ou avant qu'elles aient été marquées par la culture biblique. On trouve dans toutes ces sociétés des proverbes qui disent « il faut frapper les enfants pour bien les éduquer ». Saint Augustin a joué un rôle du fait qu'il était théologien, qu'il a été un théologien extrêmement écouté, et c'est lui qui a été responsable de l'invention, littéralement, du dogme du péché originel. Bien sûr, on croyait déjà à une punition des hommes par Dieu dans l'Ancien Testament, enfin dans ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. On voit bien au moment où Adam et Ève sont chassés du paradis terrestre, donc on considère cela comme une punition divine. Mais les premiers chrétiens ne pensaient pas que les enfants étaient obligatoirement déjà coupables du péché originel. Il y a des pères de l'Église qui ne comprenaient pas, par exemple, pourquoi on baptisait les enfants tout petits, parce qu'ils étaient innocents, et donc il n'y avait pas de raison de les laver d'une faute quelconque. Et c'est saint Augustin qui a vraiment érigé le péché originel, qui en a fait un dogme. Et c'est très intéressant de voir comment il l'a fait, parce que quand on lit ses confessions, on est tout de suite frappé du fait que dans le premier chapitre, ce qui est appelé le premier livre des Confessions, mais qui est en réalité un chapitre, saint Augustin rappelle son enfance et raconte comment il a été violemment frappé dans l'école où il allait, ce qui était courant dans les écoles qui étaient sous influence romaine. Lorsqu'il rentrait chez lui, ses parents, loin de le consoler, se moquaient de lui, et je pense qu'en fait, il a dû aussi être frappé dans sa famille, parce que son père était extrêmement coléreux, il le dit dans la suite des Confessions, et donc ça m'étonnerait qu'il n'ait pas été frappé, en tout cas, il n'a pas été soutenu par ses parents. Et alors, dans ce premier chapitre, on le voit qui, au début, critique cette méthode d'éducation, trouve qu'elle est abominable, mais finalement, il y a une espèce de retournement, et il en arrive à dire, oui, mais c'est grâce à cette éducation que j'ai pu lire l'Évangile, j'ai appris à lire, j'ai pu lire l'Évangile, j'ai rencontré le Christ, donc finalement, de ce mal est sorti un bien. Et il en arrive à donc justifier, finalement, un traitement violent sur les enfants. Et en tout cas, des enfants, il dit qu'ils sont coupables dès le début. En parlant d'un nourrisson, il dit « si petit et déjà pécheur ». Donc là, il y a quelque chose qui a marqué profondément toute la civilisation chrétienne et qui a donné le sentiment que finalement l'humanité était une espèce
coupable dès le départ. I was visiting a church a couple of years ago with a friend of mine, and the sermon was on spanking your children. And they were talking about the old saying of spare the rod and spoil the child. And to the minister's credit, he pointed out that that isn't in the Bible and it doesn't say that. But I went home and read the Bible verse and it does not say spare the rod and spoil the child. And I was so horrified that a minister in this, modern church was telling hundreds of people that it was okay to spank their child. And I could see the people in the audience feeling justified that they could do this with their children, and that this minister was giving that idea that that was an okay alternative, and not talking about other ways of disciplining, but just focusing on that was sort of their God-given right with their children to spank. And there's just, as Robbie said, rewarding kids, or if they really need it, having a little time out. I didn't spank my children, and no child is perfect. They have their ups and downs, but they're good people and they follow the rules. So that I think that spanking only teaches you fear, and fear is not a good thing to drive any behavior. You want to have love to motivate you, and spanking definitely is, it creates fear and humiliation. Freud lui-même n'accordait pas beaucoup, je dirais presque même pas du tout d'importance à la violence éducative, il ne l'avait pas perçue. La majorité des psychanalystes croient que l'enfant porte en lui une violence, une espèce de violence qui le porte à faire le mal s'il n'est pas éduqué convenablement. Autrement dit, les pulsions, elles sont dans la continuité de la folie qui était dénoncée dans la Bible, du péché originel, et au départ, Freud avait bien vu que les malaises de ses patients venaient d'abus sexuels dans beaucoup de cas. Je pense qu'il y a quelque chose même au moment où il croyait à la théorie de la séduction, je crois qu'il n'avait pas compris l'importance de la violence éducative. Et là, on retrouve cela dans l'interprétation qu'il a fait du mythe même d'Édipe. L'histoire d'Édipe, c'est l'histoire d'un enfant qui est victime de son père. Le père qui est de multiples fois criminel, puisqu'il a l'histoire de Laios, c'est l'histoire d'un homme qui se rend chez un ami, il bénéficie de son hospitalité. Or, dans l'Antiquité grecque, l'hospitalité était absolument sacrée, et pour le remercier de cette hospitalité, il enlève son fils, dont il était tombé amoureux, il le viole. Le fils se suicide à la suite de cela, et donc les dieux condamnent Laios à être tué par son propre fils. C'est la culpabilité. La culpabilité, elle est totalement du côté de Laios. Et le malheureux Édipe, ensuite, il va être la victime qui cherche à ne pas commettre le crime annoncé par les dieux lorsqu'il l'apprend. Je rappelle que Édipe a donc été exposé dans la montagne par ses parents parce que Laios craignait que son fils le tue. Il fait exposer son fils dans la montagne pour qu'il soit dévoré par les animaux. Le berger qui est chargé d'exposer Édipe le prend en pitié et le confie à un autre berger qui lui-même l'amène à son roi. Et donc Édipe est adopté par le couple royal, par ce couple royal. Il est élevé dans cette famille, il croit que ce sont ses parents. Un beau jour, il est accusé par un de ses copains d'être un fils supposé. Il est horrifié de cela et il va consulter un oracle, et l'oracle lui apprend qu'effectivement, il doit tuer son père et coucher avec sa mère. Alors, horrifié, croyant que ses parents adoptifs sont ses propres parents, il fuit la ville
Et malheureusement, le destin, inéluctablement, le ramène à Thèbes, où la première ou la seconde personne, je ne sais plus qui rencontre, c'est son père, avec lequel il a une altercation. Il ne sait évidemment pas que c'est son père, il le tue. Et ensuite, après avoir résolu l'énigme du Sphinx, il devient l'époux de sa mère. Mais il a tout fait pour éviter ça. Alors, Freud interprète cela comme, bien sûr, c'est l'inconscient qui l'a poussé vers Thèbes, qui l'a amené à tuer son père et épouser sa mère. Mais c'est une interprétation qui est contraire tout à fait à la vérité du mythe. Certains mots ont ainsi des pouvoirs surprenants. Ils résument à eux seuls tous les droits des enfants. Je voudrais les offrir à tous ceux sur la terre qui vivent dans la peur, la souffrance ou la guerre. La force de ces mots peut leur ouvrir un jour l'horizon vers la paix, la tendresse et l'amour. I have been doing a lot of studies in Thailand in particular, so this is my special interest. In the school context, especially in the area of corporal punishment. I have a short video for you to see a little bit of corporal punishment. La prise de conscience de la souffrance des enfants et de leurs droits s'est faite avec un retard extraordinaire. Il a fallu attendre 1989 donc, pour que soit énoncée par l'ONU une déclaration des droits de l'enfant, cette fois très complète, et dont l'article 19 dit très clairement que les États doivent protéger les enfants, doit veiller à protéger les enfants contre toute forme de violence et donc prendre les mesures nécessaires pour cela. Mais il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour qu'on considère que les enfants avaient des droits. C'est 200 ans après la déclaration des droits de l'homme. Voilà, exactement. Mais pratiquement tous les organismes internationaux aujourd'hui demandent, non seulement ont repris la Déclaration des droits de l'enfant, mais demandent, dans ce qui concerne les châtiments corporels, qu'ils soient interdits partout. Et le Conseil de l'Europe, effectivement, a engagé une grande campagne, là, depuis le début de l'année 2009 ou fin 2008, pour essayer d'obtenir que tous les États européens interdisent les punitions corporelles. Alors, ils ont réussi partiellement, puisqu'il y en a actuellement 18 États européens qui ont interdit les punitions corporelles. Malheureusement, la France n'en fait pas partie.
Dès lors que vous levez la main, vous avez perdu l'autorité et en plus, vous effacez la capacité de votre enfant à vous prendre pour un guide. L'enfant n'a pas besoin d'un chef, il a besoin d'un guide qui lui montre comment ça marche la planète. Il arrive, il n'a pas les codes. La fessée, ça ne donne pas les codes. On me dit souvent, enlevez la fessée du sujet. Oh, quand même la fessée, les châtiments corporels, d'accord, mais la fessée. Mais la fessée, si vous réfléchissez, c'est attaqué par derrière, dans la partie la plus humiliante, la plus archaïque. C'est extrêmement nocif et pervers, la fessée. Alors on me dit, non, mais juste une petite fessée sur la couche. Et moi je dis, ah bon, vous frappez les bébés. Mais voilà. Alors pourquoi? Parce que quand vous étiez petit, comme vous en avez reçu, et qu'on vous dit, tu l'as bien mérité, c'est inscrit dans votre cerveau, l'imagerie va le montrer, je suis convaincue, dans les années qui viennent, que dans le cerveau, eh bien, il y a l'image de la main qui frappe. Elle est marquée. Et après, ça se reproduit. Et élever un enfant, c'est ça. C'est inscrit depuis votre petite enfance. C'est difficile d'y renoncer. Très difficile. Certains mots ont ainsi des pouvoirs surprenants. Ils résument à eux seuls tous les droits des enfants. Si vous collez de temps en temps une fessée à votre enfant quand il fait une grosse bêtise, eh bien, vous avez peut-être réagi à la proposition de loi que veut déposer la députée et pédiatre Edwige Antier, interdire la fessée, comme c'est déjà le cas en Suède, par exemple, ou dans d'autres pays d'Europe. L'occasion pour nous, maternelles, d'ouvrir le débat. Faut-il en finir avec la fessée? On en parle aujourd'hui donc avec nos invités, Emmanuel, Natacha, l'écrivain et philosophe Eliette Abécassis et le pédopsychiatre Gilles-Marie Vallée. Bonjour à tous les quatre, merci beaucoup d'être avec nous. On va rentrer dans le vif du sujet, mais d'abord on replante le décor avec cette enquête signée Najib Tajouti et Pierre Chautard. Moi, je trouve ça ridicule, cette loi, parce que chaque parent est assez responsable pour savoir ce qu'il doit faire avec son enfant. Une loi là-dessus, non, je dis non. Il y a des choses plus importantes et des lois plus urgentes à faire, je pense, en ce moment. Pas pourquoi il y a des lois, chacun étudie comme il veut et bon, c'est vrai que de temps en temps des fessées, mais enfin non, sans non plus qu'il y ait violence, mais bon, toute fessée on a tous eu, je crois qu'on n'est pas traumatisé. Je parle pas du martinet, mais je parle de la fessée. Voilà. J'étais enfant comme tout le monde, donc ça fait pas de mal d'avoir une fessée de temps en temps. Moi je suis pour la fessée. Bon, évidemment, de façon pas pour, mais bon aussi c'est un châtiment, enfin un châtiment. J'irai pas jusque-là, mais une punition, on va dire. Simple punition ou réel châtiment, une chose est sûre, dans ce domaine la France fait office de mauvais élève de l'Union européenne. Précurseur, la Suède, qui a légiféré en 1979. Ces mamans suédoises qui vivent à Paris ne comprennent pas l'attachement des Français à cette sanction physique. La violence appelle la violence. En Suède, on ne donne plus de fessées depuis 20 ans. Mes parents n'en ont pas reçu de leurs parents. Le dernier à en avoir reçu, c'est mon grand-père qui a été frappé par son père. Et c'était au 19e siècle. Nous devons montrer aux enfants comment il faut se comporter, ce qui est acceptable ou non. Si vous frappez votre enfant, vous lui montrez qu'il est acceptable de frapper. C'est la principale raison pour laquelle on ne donne plus de fessées. Ça vous fait voir rouge, vous, Emmanuel? C'est vrai que moi j'ai fait le choix de ne jamais donner de fessée, donc j'ai jamais eu recours à la fessée avec mes enfants. Et pour autant, donc Justin a 7 ans. Donc vos enfants qui ont 7 ans et 4 ans, voilà. Justin et Lila. Justin 7 ans, Lila 4 ans, et je dirais ça se passe bien. Par contre, c'est important de pouvoir avoir une autorité avec eux et de pouvoir poser les limites. Et je me suis formée à ça, de façon à pouvoir poser les limites. Après, la grande question, c'est comment
comment faire, parce qu'il y a néanmoins besoin de pouvoir poser des limites, hein, puisque les enfants, moi c'est des enfants normaux, ils font des bêtises. Hein. Comme tous les enfants. Voilà, comme tous les enfants. Ça me paraît important de dissocier deux choses. La première chose, c'est la fessée, qui est effectivement un sujet important, et j'entendais certains, même politiques, dire finalement une loi, il y a d'autres choses à faire, etc. Non, c'est quelque chose de très important. Et pour ça, je crois que c'est très important de dire que la fessée ne peut pas être un modèle éducatif, qu'il n'y a aucune bonne fessée ni aucun châtiment corporel qui soit justifié. Parce que ça porte atteinte au corps des enfants, et de la même façon que... en fait, la fessée nous met dans un paradoxe qui est terrible, c'est comment un enfant peut comprendre qu'il est interdit de taper, et notamment de taper son petit frère qui vient de casser son jouet. Ou taper son copain en cours de taper le copain en cours de récréation qui a dit quelque chose qui ne nous plaît pas, ou qui a même fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. Si nous-mêmes, lorsque notre enfant fait quelque chose de pas bien, on le tape. Donc il y a un paradoxe qui est incompréhensible pour l'enfant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement la fessée ou le châtiment corporel ou le geste violent finalement fait surtout du bien aux parents, parce que ça lui permet effectivement de décharger une émotion, soit une peur, soit une colère, et que pour cela, effectivement, ce n'est pas efficace. Que la tape, la fessée, le châtiment corporel va mettre un stop à une situation qui devient problématique ou envahissante, qui déborde et qu'on a du mal à gérer. Mais ce stop est ponctuel, immédiat certes, mais ponctuel et n'est pas répétable dans l'instant. Et ce que l'on constate, c'est que la plupart des parents qui, effectivement, parce qu'ils sont débordés, ont recours à la fessée, disent « je n'ai pas d'autre solution ». C'est bien la preuve que la fessée, elle n'est pas éducative, puisqu'elle n'est pas reproductive. Une bonne sanction, c'est quelque chose qui va permettre à l'enfant de comprendre effectivement les limites et du coup de ne pas répéter finalement la bêtise ou les difficultés de comportement, etc. Au-delà des mots et du discours, en particulier un enfant assez jeune, c'est surtout, je dirais, le ton, l'intonation, l'énergie qu'on met qui va capter. Donc moi, je fais toujours attention, et j'ai appris à le faire, à me mettre à la hauteur de mon enfant et à chercher le contact visuel. Mon fils, il avait tendance à faire, quand je lui parlais, comme ça. Et je savais que tant que je ne l'avais pas pris comme ça devant moi, que je ne m'étais pas abaissée à son niveau pour le regarder vraiment dans les yeux en lui disant « Attends, Justin, tu m'écoutes, regarde-moi » pour vraiment lui faire passer mon message, ça servait à rien. Je pouvais répéter, mais alors 10 fois, 12 fois la même phrase. Ça passait au-dessus. Et tout ça, ça peut s'apprendre. Donc c'est vraiment le message. Voilà, ça peut se travailler, ça peut s'apprendre. Et après, dans l'enseignement tout court, c'est par la qualité d'enseignement que le respect se fait aussi. Excédé par le comportement du petit, l'attrape par le bras. Je me souviens, je vois encore la scène. Il le soulève quasiment de terre. Et le fait de l'avoir soulevé, il voulait lui donner un coup de pied dans les fesses pour lui dire maintenant tu te calmes. Et en fait, le fait de l'avoir soulevé lui a fait rater son tir pour le coup, et ça lui a tapé dans le dos, mais en plein au milieu du dos. Le môme est tombé raide par terre. Il n'était pas inanimé, mais vraiment, il a pris un méchant coup de pied dans le dos, quoi. Hyper dangereux, en plein dans les reins, quoi. J'ai eu beau avoir fait beaucoup d'années de judo et de savoir me contrôler dans des situations compliquées et difficiles, je lui ai sauté à la gorge. Voilà, j'ai pas honte, enfin si, j'ai honte de le dire, mais ça a été la réponse de la violence par la violence pour ma part, sans doute dû à cette éducation à la noix, parce que ça m'a tellement pris par les tripes, pris par voilà, ça m'a révulsé complètement, et je l'ai attrapé et je lui ai dit, tu vois, la différence qu'il y a entre toi et lui, là, c'est la même différence qu'il y a entre toi et moi. Au niveau de la corpulence. Voilà. Donc moi, je suis pas un lâche, toi, t'en es un. Parce que frapper un enfant de cette sorte-là, ça se fait pas, quoi. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu peux le tuer, ton fils, là. Voilà. Bon, là, le conscient a pris le pas sur le reptilien, donc je l'ai pas frappé. Mais ma femme m'expliquait qu'en le faisant ça, je l'avais lui aussi soulevé de terre. Et après, je l'ai jeté par terre. La première question qu'on me pose quand je commence à parler de la fessée, on dit pourquoi ? Pourquoi la fessée ? Il y a des choses beaucoup plus graves. Mais la réponse est tout simplement que le châtiment corporel sont la forme de violence la plus répandue. C'est accepté par la société, c'est toléré, ça va de soi. Et donc,
une bonne raison, je pense, pour s'en occuper. Donc, pour parvenir à l'élimination des châtiments corporels, nous demandons aux pays du Conseil de l'Europe de prendre 3 mesures. Tout d'abord, nous demandons l'introduction d'une législation qui interdit clairement les châtiments corporels. Ensuite, nous demandons le développement de politiques de soutien à la parentalité positive. Il y a 1 an, je me sentais un peu seule en France. Et aujourd'hui, je suis rassurée et je place tous mes espoirs dans le bon sens et l'engagement de l'Assemblée nationale. Oui, on les pousse, hein. On les pousse. Merci beaucoup. Ce que je voudrais proposer, c'est que cette loi soit inscrite dans le Code civil, qu'elle soit lue lors des mariages, quand lors des mariages nous disons la parole de l'enfant sera associée aux décisions qui le concernent, on rajouterait et les châtiments corporels sont abolis. Il n'y a pas longtemps avec Sandrine, ma mère, et on était au marché, puis par exemple l'enfant va partir un peu trop loin, la mère va le prendre, déjà je trouve que c'est assez violent de le reprendre par le bras et de le tirer vers soi. Et puis là, elle le fout 3 claques, l'enfant qui comprend rien parce qu'il s'était éloigné de 2 mètres. Et elle dit oui, bah t'as de la chance, j'ai pas baissé la culotte. Et voilà, je trouve que ça aussi, ça humilie l'enfant devant plein de monde, même s'ils ne le connaissent pas. Ça t'avait choqué ça? Ouais, ça m'avait beaucoup choqué. Ouais. Avec aucun adulte qui réagit, qui protège l'enfant. Voilà. Eux seuls pourront rouvrir la porte vers l'oubli. Pour ceux qui sans rien faire ont sombré dans la nuit. Ont sombré dans la nuit. Les enfants ont, de manière innée, un très grand besoin d'attachement. Et on a beaucoup étudié ces dernières années, c'est une étude passionnante, cette tendance, ce besoin d'attachement des enfants qui fait qu'à peine nés, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont capables de, s'ils sont posés sur le ventre de leur mère, ils sont capables de ramper vers le sein de leur mère. Or, l'allaitement, c'est bien sûr un comportement nourricier, alimentaire, mais c'est aussi un extraordinaire comportement capable de créer une relation, de créer avec la mère une relation très étroite. Et la relation avec la mère, finalement, c'est un peu le modèle de toutes les relations futures. Donc, cette relation d'attachement que l'enfant manifeste aussi par ses cris, par ses pleurs, qui sont des appels, par ses sourires ensuite, ses gestes, tout cela, c'est fait pour, en quelque sorte, séduire les parents, faire qu'ils ne l'abandonnent pas. Les anthropologues expliquent cela. La pire angoisse du bébé, c'est l'angoisse de l'abandon. Et il faut absolument qu'il s'attache à ses parents. Donc cet attachement, si on introduit dans la relation avec l'enfant la violence, eh bien l'enfant qui vient au monde pour la première fois, qui ignore tout du mode d'existence sur la Terre, il apprend que dans la relation, il y a la violence. Et il ne faut pas s'étonner si tant d'hommes ont un comportement violent à l'égard de leur épouse. Ils l'ont appris dès la petite enfance. On aime et on frappe. Les deux vont ensemble, c'est dans le même paquet. Les enfants naissent imitateurs, puisqu'ils vont presque tout apprendre comme cela, par l'imitation. On sait aujourd'hui que nous possédons dans le cerveau des neurones miroirs qui enregistrent immédiatement les comportements que nous voyons et qui nous poussent à les imiter. Eh bien, quand on frappe un enfant, la première chose qu'on lui apprend, ce n'est pas à être sage, ce n'est pas à être vertueux, ce n'est pas à être obéissant, c'est à frapper. Il enregistre le geste, et ce geste, il va le garder en lui, et c'est ce qui fait que tant de parents ont beaucoup de mal à ne pas frapper leurs enfants, parce que ce geste, ils l'ont enregistré très tôt. You know, if you think about our former president, George Bush, who was, his younger sister died when he was young, very young, and she was 3 years old. And his mother was so depressed that she
she couldn't take care of all the other children. And I heard Barbara Bush telling the story that she realized she needed to get some help when she heard George, who was 5 years old, stand at the door and say, "No, I can't come out and play because I have to take care of my mother." And she knew that then her sadness and her depression was affecting him. And so if you think about him years later going into a war with Iraq that didn't really quite make sense, and what he says is, well, they tried to kill my daddy. So he had this predisposition of, I have to take care of my mother, I have to take care of my parents. And so something like a death of a sister, which is a big trauma, but if he had resolved that as a child, maybe the world would have been a different place. Maybe we wouldn't have had that war. Le malheur, quand on s'endurcit de cette façon, quand on se coupe de ses propres émotions, c'est qu'on risque de se couper des émotions des autres. Et à partir du moment où on est coupé des émotions des autres, eh bien on devient capable de leur faire n'importe quoi puisqu'on ne ressent plus ce qu'ils ressentent. Et personnellement, je crois que tout ce qu'on voit presque tous les soirs à la télévision, ces gens capables de commettre des horreurs sur des gens sans défense, c'est qu'ils ont complètement perdu la capacité d'empathie. Ils ne ressentent pas la souffrance qu'ils font ressentir aux autres et donc ils commettent des actes abominables sans aucun état d'âme, on peut dire. Et on voit bien que actuellement, les principales zones de conflit dans le monde sont aussi les zones où les enfants sont traités de la façon la plus violente. Ça ne veut pas dire que ce soit des zones où on soit particulièrement barbare, hein, mais où on n'a pas changé le mode d'éducation. En Europe, il y a 2 siècles, on traitait les enfants exactement comme on les voit traités dans d'autres régions du monde. J'ai créé une association qui s'appelle l'Observatoire de la violence éducative ordinaire. Je l'ai fait justement pour essayer de rendre visible cette violence. La rendre visible en l'étudiant précisément, à la fois en France et à l'étranger. On a des moyens maintenant, en particulier grâce à Internet, de voir exactement en quoi elle consiste, comment elle perdure et aussi comment certains essaient de la combattre. Et une autre raison qui m'a fait créer l'Observatoire de la violence éducative, c'est que je me suis aperçu, c'était vraiment une grande surprise pour moi, que les grandes associations qui s'occupent de la maltraitance, que ce soit la Voix de l'enfant, que ce soit Enfance et Partage, je ne sais pas, il y en a 7 ou 8 qui sont connus en France, eh bien ces associations ne s'occupent absolument pas de la violence éducative ordinaire et quelquefois sont même choquées qu'on assimile la violence éducative ordinaire à une maltraitance. J'ai eu une discussion sur une radio, je ne sais plus si c'était sur Radio Monte Carlo, je crois, avec la présidente d'une association, la présidente de la Voix de l'enfant, et elle m'a dit « Mais monsieur, ce que vous faites est dangereux. Le fait de vouloir faire interdire la violence éducative ordinaire. » Ces associations, c'est comme si la maltraitance, donc le niveau de violence qui n'est plus admis, était d'autant plus désigné, on dénonce les bourreaux d'enfants, les enfants martyrs, etc., qu'on laisse dans l'obscurité, dans l'ombre, tout le reste de la violence éducative, on n'en parle pas, et on considère comme anormal de vouloir la faire interdire. Ouais, d'ailleurs, une autre sorte de violence, c'est quelque chose qui amène à la violence, c'est le chouchoutage des profs envers, par exemple, un élève. Oui, je suis assez d'accord. J'en ai beaucoup souffert. J'ai un exemple parce que, par exemple, un professeur va bien aimer un élève. Cet élève va, c'est un exemple que j'ai vécu, va perdre sa trousse. Alors là, le professeur, pour faire plaisir à son chouchou, il va remuer ciel et terre pour retrouver la trousse de son bien-aimé. Et du coup, comme c'est un garçon, bah, il soupçonne tout le monde. Et donc là, il soupçonne tout le monde et il leur dit... Et du coup, il les soupçonne. Et je trouve que soupçonner un enfant alors qu'on n'en sait rien, je trouve que c'est aussi une sorte de violence parce que du coup, l'enfant, il est un peu désemparé. Parce que dans le cas ékéant là que je raconte, c'est en fait, il n'y avait pas de coupable, l'enfant avait juste perdu sa trousse chez lui. Et du coup, c'est d'autant plus énervant
Parce que nous, le professeur nous a enfermés dans nos vestiaires pendant 2 heures. Et donc, en plus, des copains à moi qui, d'ailleurs, leurs parents les tapaient. Du coup, ils disaient, oh non, mais moi, si on apprend que je me suis fait punir parce que j'ai peut-être volé une trousse, mes parents, ils vont m'en foutre une et tout. Et donc, voilà, donc le professeur nous a, entre guillemets, séquestrés pendant 2 heures dans les vestiaires. On va dire, ouais, vous réfléchissez et le coupable, il vient me voir et il me rend la trousse. Donc voilà, nous on lui avait dit, on lui avait bien dit en face, non mais attendez monsieur, c'est aucun de nous, voilà. En plus Valentin c'est le copain qui s'est fait voler sa trousse, il avait vraiment des stylos pourris, personne ne voudrait lui piquer sa trousse quoi. Et donc ça c'est fini, on en a parlé au professeur qui a dû présenter ses excuses devant nous. Au proviseur. On a parlé au proviseur et au professeur. C'est-à-dire que c'est vous les enfants qui vous êtes mobilisés pour avoir une... En fait, c'est moi. Parce que j'ai été déléguée et du coup j'en ai parlé aux autres. Je suis allée voir le proviseur enfin Nine, ta mère, ma mère est allée voir le proviseur. Et après ça, moi j'en ai parlé au proviseur et le professeur de sport, c'est parce que c'était le professeur de sport, s'est excusé devant nous, devant tous les garçons, parce que c'est les garçons qui l'avaient laissé dans les vestiaires. Et s'est excusé auprès des garçons devant nous. Mais il y a toujours une rancœur au fond de nous, parce qu'on est resté 2 heures. Il y en a qui flippaient, bon, moi je flippais pas trop, parce que mes parents allaient pas me foutre une rouste si j'étais punie. Mais il y en a qui ont flippé pendant 2 heures, et ça c'est... Même les excuses, elles vont pas faire partir cette peur. Il faudrait que le professeur ait la même peur, mais ça c'est pas possible. Puis même ça servira à rien de se venger. Mais qu'est-ce que tu as dit au professeur? Quand le proviseur est venu et que le prof a dit... quand il s'est excusé, comment tu as réagi devant le proviseur Avant qu'il s'excuse, en fait, là, mon argument c'était voilà, il nous a vraiment pris pour des jouets, il nous a enfermés dans le coffre il nous a enfermés dans notre coffre à jouets en nous laissant là. Après, il nous ressortait, voilà, limite juste parce qu'il en avait envie. Et moi, c'était ça mon argument. C'était, on n'est pas des jouets, quoi. On est des enfants, faut faire attention à nous. Et voilà, quoi. On est des êtres humains. I think that spanking makes you feel bad about yourself, that you don't matter, that someone that's supposed to love you would hurt you to try to get you to do something they want you to do has to be confusing, has to be so difficult. I've seen in the food stores, I saw a mother slap an 8-month-old baby who was sitting in a cart, very uncomfortable, and she slapped her across the face, and I seethed wanting to talk to her about what was that baby supposed to understand before language. That the person who you're completely dependent on would slap you across the face to get you to stop fussing because you were uncomfortable. If you're hit for crying, if you're hit for protesting, if you're hit for fussing because something's wrong, and this person who's 100% responsible for you hits you when you're trying to tell them that something's wrong, what kind of message do you get about relating to other people and whether people that love you will help you or not? You learn that you have to do it all yourself. And so I see children who turn into bullies, who whatever they want, they take it because, you know, they don't expect other people to be there for them or to protect them or to help them. Quand des parents frappent les enfants, dans une grande proportion, ils obéissent finalement à leurs propres parents, au fond, en faisant cela. Ils obéissent à leurs propres parents qu'ils ont dans la tête. On a nos parents dans notre tête qui nous poussent à faire cela, ou la manière dont nous les voyons. Et donc, pour contrer cette autorité intériorisée des parents, il faut une autre autorité. Il faut une autorité supérieure qui dise « non, ça c'est interdit. C'est interdit, on ne doit pas le faire ». Et je suis surpris d'ailleurs qu'on puisse dire que des gens qui disent tout le temps aux enfants il leur faut des interdits, ne refusent cette idée que, ben oui, les adultes ont aussi besoin de certains interdits. Donc, il faut l'interdit.
et pas un interdit qui soit accompagné de sanctions. Les sanctions, elles existent déjà. Dans le code pénal, il y a des articles qui, s'ils étaient appliqués, d'ailleurs, ils sont inapplicables parce qu'ils sont d'une sévérité terrible. Mais par contre, il faut quelque chose, un article du Code civil qui dise très clairement que cette violence-là est inacceptable. Après ça, il faut deux autres choses. Il faut une information permanente là-dessus, parce qu'il ne s'agit pas de voter une loi une année et qu'ensuite on l'oublie. Il faut qu'il y ait une information des parents. Alors, ça peut se faire dans les maternités, ça peut se faire de toutes sortes de façons. Dans les pays scandinaves, ils ont inventé des moyens très simples. Hein. C'est d'imprimer la loi sur des packs de lait. Donc les gens qui achetaient leur lait, ils avaient sur la table la loi disant qu'il ne fallait pas frapper les enfants. Et d'autre part, la loi a été traduite dans toutes les langues d'immigration. Et d'autre part, il faut aussi une aide aux parents. Parce que les parents, quand on leur interdit de frapper les enfants, s'ils ont été habitués eux-mêmes à être élevés de cette façon, ben, ils ne possèdent pas d'autres moyens. Les familles qui viennent de pays où c'était la tradition et qui ne connaissent rien d'autre comme éducation, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils ne sont pas de bons parents. Hein. Ce sont des gens qui aiment leurs enfants. Donc il faut, ce qui a été fait dans les pays scandinaves, des maisons dans les quartiers où les parents peuvent venir exprimer les difficultés qu'ils ont pour l'éducation des enfants et parler à des professionnels qui leur montrent, ou échanger avec d'autres parents, qui leur montrent comment élever les enfants sans violence. So if one child I work with doesn't go out and hurt their children, doesn't go out and then hurt other people, and if we all started working that way, maybe we could change and not have any more wars or any more violence. How can you look at an infant and see anything bad? How can you see anything bad in a newborn if you've looked at them, or a toddler? I don't understand that either, that the original sin, or that we're born bad and have to be taught to be good. I think it's the other way around, that we learn to hurt people, that we are taught to have racism. Il y a quelques années, j'étais assez désemparé parce que je voyais se développer autour de moi la violence dans les favelas, la violence dans les banlieues et les maladies psychosomatiques. Il y a eu l'arrivée de l'EMDR qui a permis de guérir les traumatismes. En fait, je voyais l'humanité se traumatiser de plus en plus. Et je ne comprenais pas d'où ça venait. Et puis j'ai découvert, avec Alice Miller, que les traumatismes prenaient naissance dans l'enfance. C'est en traumatisant les enfants, en traumatisant les bébés, en traumatisant les adolescents, que l'on crée la violence chez les adultes. Comment faire pour que les massacres qui ont eu lieu en Bosnie, comment faire pour les massacres qui ont lieu en Ouganda, comment faire pour que la Shoah ne recommence pas? Il y a le devoir de mémoire, mais il y a maintenant la prévention, une prévention encore plus efficace par l'éradication de la violence éducative ordinaire. Si on abolit la violence éducative ordinaire, on diminuera les risques de délinquance, les risques de violence et les risques de massacre. Il faut donc agir, d'une part, en traitant les personnes traumatisées, comme par exemple avec le MDR, mais surtout, il faut respecter les lois, respecter les droits de l'homme et les droits de l'enfant proclamés par l'ONU il y a 20 ans. Il faut respecter ce que demande le Conseil de l'Europe, la mise en place d'une loi contre la violence éducative ordinaire, ce qu'on appelle une loi contre la fessée. Ces lois pourraient être appliquées non pas avec de la répression, mais avec de l'éducation et de l'aide à la parentalité. J'espère beaucoup dans le travail qui a été fait par toutes les personnes qui ont participé à ce film, par toutes les personnes qui ont travaillé dans ce sens, tous les chercheurs qui ont prouvé que la violence éducative ordinaire était à la source du malheur de l'humanité. Beaucoup de personnes militent dans ce sens, beaucoup de travail reste à faire. 22 États l'ont déjà fait en Europe, et pourquoi pas la France? Certains mots ont ainsi des pouvoirs surprenants. Ils
résument à eux seuls tous les droits des enfants. Je voudrais les offrir à tous ceux sur la terre qui vivent dans la peur, la souffrance ou la guerre. La force de ces mots peut leur ouvrir un jour l'horizon vers la paix, la tendresse et l'amour. Ils sont là noir sur blanc, et si tu peux les lire, tu as droit au bonheur, à l'air que tu respires, au soleil dans ton cœur. Tu peux t'appartenir. Bien sûr, ces mots savants pesés par des juristes ont l'air d'être ennuyeux, compliqués, un peu tristes. Mais ce sont avant tout des mots d'amour pour vous, écrits pour protéger l'agneau contre les loups. Est-ce qu'il pourrait briser tous les murs de silence qui enferment la peur au cœur de l'innocence? Eux seuls pourront rouvrir la porte vers l'oubli, pour ceux qui sans rien faire ont sombré dans la nuit. Ont sombré dans la nuit. Il fallait un bouquet de ces mots réunis qui disent à tout cela, quel que soit leur pays, Que la voix du plus fort n'est pas toujours meilleure. Qu'un jour ces enfants fassent entendre la leur. ils ont droit au bonheur. Je suis toi quand tu pleures, mais je suis toi aussi. Quand tu chantes et tu ris, tu as droit à ta vie. Tu as droit à ta vie. Tu as droit à ta vie. Et j'aimerais dire au président de mettre la paix entre les adultes et les enfants et ne jamais les taper.